Y a-t-il un paradoxe français pour Béatrice Gibelin, géographe? La réponse est oui. Elle s'en explique dans cet essai paru chez Armand Collin, intitulé Le paradoxe français. Elle est avec nous sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous le définissez, ce paradoxe français? Parce qu'on est quand même la 5e puissance économique du monde. On a des conditions de vie en France pour une très très grande majorité des Français qui sont particulièrement agréables. On a un système social que beaucoup nous envient. Et puis, par ailleurs, on est là sans avoir le moral, un peu déprimé. On avait même moins le moral qu'il y a quelque temps quand on faisait ces statistiques que les Afghans. C'est quand même un peu un paradoxe, non? Alors oui, effectivement, mais depuis, effectivement, le moral est remonté un petit peu. Alors ce qui est étonnant aussi, ce paradoxe, c'est aussi que les voisins, les pays voisins de la France, les trouvent toujours aussi arrogants. Oui, c'est ça le paradoxe? C'est aussi effectivement un peu un paradoxe parce qu'on nous voit arrogants. Les Anglais nous voient particulièrement arrogants, mais ils le sont sans doute tout autant. Mais ça tient peut-être aussi à l'histoire un peu particulière de la France et de la Révolution française, où il y avait, j'allais dire, des prises de positions philosophico-politiques qui ont été considérées comme des principes universels. Alors quand vous êtes le pays qui donne des principes universels au monde, évidemment, il y a quoi se sentir un peu au-dessus du lot. Et on voit assez souvent une forme d'arrogance française. Les Français veulent toujours jouer un rôle dans le monde. Le discours politique rappelle redonner à la France son rôle, son rang. Regardez comme on a vibré en France quand De Villepin a fait son discours au moment de l'invasion ou de l'intervention, pardon, américaine en Irak. C'est un vieux pays qui vous le dit. Tout le monde était aux anges. Oui, effectivement, à la tribune à l'ONU. Alors justement, on va revenir à cette victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut redonner le moral? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a cette volonté de redonner le moral à la France. Le président français a insisté sur cette question. Je pense que vous avez raison. Je pense qu'il a compris. D'abord, il a 39 ans. Il a compris qu'il y avait là un discours qu'il fallait contrecarrer et qu'il fallait rendre les Français optimistes. Et je pense que ça a vraiment eu un écho dans une partie de la population, et pas seulement chez les jeunes, aussi chez les moins jeunes, en se disant mais oui, bien sûr. Et l'audace qu'il a eue, c'est de réaffirmer l'Europe comme étant indispensable à l'optimisme de la France aujourd'hui, quand tout le monde était extrêmement frileux et n'osait même plus ou presque prononcer le mot Europe. Alors justement, le couple franco-allemand, on va y venir. Vous dites que c'est vraiment une expression typiquement française, parce que les Allemands, eux, ils ont une autre version du couple franco-allemand. Ils ne parlent jamais de couple. Ils ne parlent jamais de couple, c'est les relations franco-allemandes, mais c'est les Français qui parlent de couple, et déjà depuis... Il y a quelque chose de très intime dans le couple. On s'entend, on se fâche, on divorce, on se retrouve comme étant le moteur essentiel. Alors pour les Allemands, la France joue un rôle absolument essentiel dans l'Europe, mais elle ne nous met pas dans cette relation intime, si vous voulez, que la France a d'une certaine façon, souhaite avoir dans une relation très particulière avec l'Allemagne. Il y a souvent cette comparaison entre l'Allemagne qui gagne et la France qui est en perte d'influence. Est-ce que comparaison vaut raison? Dans votre livre, vous nuancez ce propos. Ah oui, complètement. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avant que, j'allais dire, les réformes imposées par Schröder donnent leurs effets sur l'économie allemande, l'Allemagne n'était pas dans une situation très favorable. Elle avait, elle aussi, un taux de chômage. Elle perdait, elle aussi, des parts de marché. Et c'est vrai que les réformes de Schröder lui ont fait perdre le pouvoir, tout au moins au SPD, et ont permis à Angela Merkel d'emporter les élections, mais ils en ont les bénéfices d'une certaine façon aujourd'hui. C'est pas les seules raisons. C'est-à-dire que la structure du capitalisme allemand et la structure de l'industrie allemande n'est pas celle de l'industrie française non plus. Mais je pense que l'Allemagne n'est pas un modèle. Il faut absolument pas. Si la France essayait d'appliquer exactement à la lettre le modèle allemand, ça ne marcherait pas. Ça ne donnerait pas les mêmes résultats. Alors vous revenez aussi beaucoup sur l'histoire de la France, évidemment, et vous rappelez vous pointez du doigt ce paradoxe français qui est la France terre d'accueil, mais aussi terre de repli. Déjà en 73, les Français trouvaient qu'il y avait trop d'immigrés. Comment vous l'expliquez là aussi?
Ben parce qu'on était au moment des chocs pétroliers, suite à la guerre de 67 et la guerre de 73. Donc on était déjà inquiets, parce qu'on avait une concentration de population étrangère d'origine maghrébine, parce qu'ils n'ont jamais trouvé qu'il y avait trop d'Espagnols ou trop de Portugais, ni même trop de Polonais quand on repense à l'entre-deux-guerres. Mais le rapport de la France à l'Algérie est un rapport avec une histoire complexe, douloureuse, fait à la fois d'amour et de haine, et qu'on était dans le sud de la France avec des tensions absolument importantes, fortes, avec des menaces physiques même, des formes de ratonnade. La situation était extrêmement tendue. Et je rappelle la clairvoyance du recteur de la mosquée de Paris qui disait « Attention !» à ses propres coreligionnaires, attention, vous n'êtes pas chez vous, ils sont chez eux, c'est vous qui venez chez eux. Attention à vos comportements. Et j'ai tenu à rappeler cette déclaration de Boubacar, qui était le père de l'actuel recteur, parce qu'elle montrait combien il avait pris conscience des risques que représentaient des tensions ou des provocations qui pouvaient y avoir. Et, oui. Merci beaucoup Béatrice Gibelin. C'est vrai que c'est passionnant. On pourra en parler d'autres volets donc de votre livre Le Paradoxe français, paru aux éditions Armand Collin. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.